dans le triathlon, comme on a dit, il y a beaucoup de volume d'entraînement, mais très peu sont dédiés en fait à cet entraînement en prépa mentale. Alors qu'aujourd'hui, justement, dans les différents modèles qui sont mis en évidence, il y a ce qu'on appelle un modèle psychobiologique. C'est bien partir du principe où à un moment donné, on doit intégrer justement cette prépa mentale au sein de l'entraînement, puisque c'est ce qui va diriger un peu, par exemple, toute notre attention. Quand on est en course, notre attention, par exemple, elle se porte sur plein d'éléments à la fois. J'essaie justement d'aller chercher un peu des objectifs qui soient ambitieux et d'aller un peu chercher justement, alors on va peut-être en discuter plus tard, mais tout cet aspect cognitif est en lien avec le mental du sportif et d'aller chercher un peu dans les réserves. La stratégie d'adaptation. Et ça a un gros potentiel, cette facette de psychoéducation, pour rendre aussi, surtout, le sportif autonome. Ça, c'est l'objectif de la prépa mentale, c'est d'amener le sportif à être autonome dans sa pratique, donc à la fois dans la compréhension de son système et des stratégies qu'il met en place. Et si vraiment derrière, il n'arrive pas du tout à trouver par lui-même cette stratégie, alors là, la préparation mentale et l'entraînement mental pur arrivent dans un second temps. Avant de démarrer ce nouvel épisode, on a une invitation spéciale pour vous. Je vous invite à nous rejoindre sur devenirtriathlète.com. Vous allez y retrouver tous les épisodes, mais aussi des conseils, des guides, des ressources et des outils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Et on mettra tout ça à jour chaque semaine. Allez, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et d'ici là, bonne écoute de ce nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux comme d'habitude de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va parler avec un sportif, mais pas que, qui m'a contacté après l'épisode avec Victor Henry, un épisode où on s'est bien marré. On va en parler justement avec Mathieu Carrère, mon invité d'aujourd'hui. Salut Mathieu. Salut Armano. Comment vas-tu ? Ça va super, merci. Comment est la météo chez toi ? Oui, tu l'as entendu, hein, j'aime bien taquiner un petit peu sur la météo bretonne. Écoute, on a eu plusieurs jours de beau temps et là, ça se grisaille un peu, ça se couvre. Je suis à Castres en ce moment et là j'ai une météo bretonne. C'est pas superbe aujourd'hui. Écoute, on n'est pas là pour parler de la météo, on est plutôt là pour parler de sport d'endurance, pour parler aussi de mental, de préparation mentale et pas que, et puis de parler aussi de toi. Ce que je te propose, c'est peut-être de te tendre le micro déjà dans un premier temps pour te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Mathieu Carrère ? Mathieu Carrère, 31 ans aujourd'hui, tout juste. Oh, joyeux anniversaire! Ouais, super, c'est un beau cadeau que tu me fais aujourd'hui. Alors, je suis enseignant à la faculté des sciences du sport à Brest depuis 2017, donc ça va faire 7 ans. À côté de ça, comme tu l'as bien dit, je suis consultant en psychologie du sport ou préparateur mental. J'accompagne soit des sportifs en individuel, ou soit je suis déjà en fait intégré à des structures telles que le centre de formation du Stade Brestois, donc au foot, avec les 2 équipes de France de hockey subaquatique, auquel cas on a déjà participé à plusieurs championnats d'Europe, championnats du monde. J'étais en Australie par exemple cet été pour les championnats du monde. Voilà un peu tout ça. À côté, donc pratiquant de triathlon et à mes heures perdues également pompier volontaire. Il te reste du temps pour autre chose, marié, des enfants, non tu respires de temps en temps? Ouais. Alors j'ai la chance d'avoir une compagne qui pratique aussi le triathlon dans le même club, donc ça permet de partager ce temps-là, parce qu'on sait très bien que le temps à la fois d'un sportif de triathlon ou les activités professionnelles prennent beaucoup de temps, donc j'ai la chance de partager ça avec elle. Bon, écoute, j'espère en tout cas que tu t'éclates bien. Je suis en train de réaliser que j'ai dit une bêtise, c'est pas après l'épisode avec Victor Henry que tu m'as contacté, c'est plutôt avec Victor Lemasson, n'est-ce pas? Exactement. Ouais, bon, il y a plein de Victor. Remarque, je me suis bien marré aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Je sais pas, les Victor doivent être des bouts en train, ils sont nés pour ça, je sais pas. En tout cas, c'est sympa d'avoir fait la démarche de me contacter pour parler un petit peu de toi, mais aussi de ton métier, de ta passion. Tu disais que tu es consultant en psychologie ou préparateur mental. C'est quoi? C'est la même chose, mais c'est 2 titres différents. C'est suivant comment l'entend l'auditeur, ou c'est 2 fonctions, 2 métiers différents? Non, c'est la même chose. C'est juste la dénomination en fonction du secteur dans lequel on peut travailler. Il y en a qui se disent consultant en psycho du sport, d'autres préparateurs mental, en sachant aujourd'hui que le titre de prépa mental n'est pas un titre protégé. On peut se dire coach également, donc voilà, c'est simplement une dénomination. Bah écoute, avec 4 ans de podcast et 390 épisodes, je pense que devenir triathlète et préparateur mental, ça marche, non? Ouais, on est très bon. Non. On laisse ça aux professionnels, et en l'occurrence toi. Avant de venir justement sur ce pan plutôt professionnel et ce qui t'anime, ce qui est ta passion,
Je te propose qu'on revienne un petit peu sur toi. Déjà, toi, le petit Mathieu, comment est-ce que tu étais jeune, sportif? Comment est-ce que tu as découvert le sport? Est-ce que tu as tout de suite découvert le triathlon? Enfin, raconte-nous un petit peu tout ça. Non, alors le triathlon, c'est vraiment venu sur le tard. Mon père est un ancien joueur de foot. Alors, il y a un mot sur le podcast, il faut pas le dire, c'est foot. Oui. Remarque qu'hier, j'ai enregistré avec un invité, Paulin Philippe, et il était dans la chambre de son frère, avec un fan de foot avec les maillots d'Mbappé, etc. On a beaucoup parlé de foot. Il a fait beaucoup de parallèles entre le triathlon et le foot. Donc là, c'est bon, je suis vacciné, je suis désensibilisé, on peut y aller. Ouais, non, mais j'ai pas eu trop le choix en fait que de participer au foot. J'habite dans une petite commune, Sainte-Hélène, avec 3000 habitants. Pour se déplacer, il faut faire 20 minutes de route. Et le seul club dans cette commune, c'était le foot. Donc j'ai participé jusqu'à, allez, on va dire mes 18 ans. Et une fois que je suis rentré en fait en STAPS ici à Brest, je me suis orienté vers l'aspect natation. Un peu marre du foot. Ouais, c'est la même chose. Natation, foot, c'est exactement. Exactement. On est sur les mêmes habiletés motrices. Voilà. Il y a un transfert qui peut se faire très rapidement, disons. Oui, bien sûr. Je comprends mieux voilà. Pourquoi le hockey subaquatique, en fait. Tu cherchais le lien entre la natation et la baballe. Donc... Voilà, il a fallu trouver un entre deux. Ouais, je te taquine, mais vas-y. Donc, tu découvres la natation. Enfin, tu te mets plutôt à la natation en intégrant STAPS. Exactement. Volonté de découvrir autre chose. Donc, spé natation avec des gros nageurs. Je me rappelle toujours que le premier test, alors d'entrée ou le premier cours, c'était un 800 mètres dans une piscine de 50. Donc, un régal pour pouvoir. Tu savais nager déjà bien ou... J'avais des petites bases, mais pas au point de nager avec des nageurs du cercle de Brest ici. Voilà, ça fait tout bizarre. Et puis au fur et à mesure, voilà, le chemin il se fait, spé natation, je me prends vraiment beaucoup de goût à nager. Ensuite, dans le cadre de mes études, je suis parti à Montpellier pour suivre un master, et là je me suis licencié en fait dans un club de sauvetage sportif. Ouais, c'est pareil, natation, foot, Brest, Montpellier, c'est juste à côté. Voilà, c'est pareil, on va chercher un peu plus le soleil. Donc sauvetage sportif, je découvre pareil, donc une multitude en fait dans ce sauvetage sportif du côtier, de l'eau plate, donc natation en piscine et natation et ou utilisation d'engins en côtier. Et puis chemin faisant, je découvre au fur et à mesure aussi le triathlon. J'associe un peu cette course à pied, cette natation et puis ce vélo que je ne connaissais pas du tout et que j'ai appris. Voilà. Donc je suis licencié depuis uniquement 3 ans au triathlon. Et j'ai commencé mon premier triathlon par un format L. Bon, c'est nickel. Du coup, tu es tout à fait dans la cible des auditeurs du podcast. Comment devenir triathlète? Voilà, Mathieu, tu as commencé il y a 3 ans. Nickel. Tu parles de sauvetage sportif. Tiens, sur mon autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Roman Touzeri, un petit jeune de 11 ans, très prometteur en sauvetage sportif. Et lui, il est Malouin. Il est à Saint-Malo. Donc, pas très loin de chez toi. Ah bah super. Donc tu découvres tu te licencies au triathlon il y a 3 ans. Depuis 3 ans, ta carrière de triathlète amateur, ça ressemble à quoi? Alors on est sur plusieurs halfs. J'en ai 3 à mon actif. Et puis des petites distances, enfin M, voilà. J'ai jamais descendu en dessous un M. J'ai jamais fait de S. Pour justement simplement la bonne raison j'essaie justement d'aller chercher un peu des objectifs qui soient ambitieux et d'aller un peu chercher justement, alors on va peut-être en discuter plus tard, mais tout cet aspect cognitif est en lien avec le mental du sportif et d'aller chercher un peu dans les réserves. Ouais, j'imagine. Toi, le triathlon, tu fais comme la natation, c'est-à-dire le premier cours de natation, enfin première séance de test de natation, c'est à 800 mètres, bim. Triathlon, c'est pareil, tu descends pas en dessous du M, ce qui est déjà, alors c'est pas du long, mais ça commence déjà à être un peu plus éprouvant que les formats S qui sont très explosifs. Exactement, c'est ça. Mais on pourra en revenir dessus, hein, sur l'expérience que j'ai. Donc parfois avec les sportifs, je suis un peu dans cet adage, faites ce que je dis, faites pas trop ce que je fais. Et on verra justement que par rapport à certaines études, je suis pas trop la personne à suivre. Allons-y justement, restons sur toi, parlons un petit peu de tout ça et puis des liens que tu fais entre ta formation, ton métier de préparateur mental, de psychologue sportif et puis de néo-triathlète qui s'amuse plutôt sur du moyennement long, voire un peu long. Ouais. Ça me va. Du coup, qu'est-ce que toi tu en tires là déjà avec 3 ans d'expérience, 3 ans de recul entre ce métier de préparateur mental et puis le triathlète plutôt longue distance? Qu'est-ce que tu vas y chercher en fait justement et comment tu vas le chercher? Là, je m'adresse plus aux thérapeutes.
Ouais, alors déjà, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que dans le triathlon, comme on a dit, il y a beaucoup de volumes d'entraînement, mais très peu sont dédiés en fait à cet entraînement en prépa mentale. Alors qu'aujourd'hui, justement, dans les différents modèles qui sont mis en évidence, il y a ce qu'on appelle un modèle psychobiologique. C'est bien partir du principe où à un moment donné, on doit intégrer justement cette prépa mentale au sein de l'entraînement, puisque c'est ce qui va diriger un peu, par exemple, toute notre attention. Quand on est en course, notre attention, par exemple, elle se porte sur plein d'éléments à la fois. Et en fait, en fonction de nos stratégies attentionnelles, donc une stratégie, c'est bien partir du principe où mon attention, elle est orientée sur quelque chose de précis, et ça rentre dans une stratégie à partir du moment où c'est conscient, où je l'ai anticipé. Et parfois, justement, dans le cadre de course, notre attention, en fait, elle divague. Et la prépa mentale, et moi, ce que j'y vois comme intérêt par rapport à nos sports d'endurance, c'est d'amener le sportif à être toujours dans une situation d'adaptation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir anticiper certains éléments qui vont pouvoir se poursuivre, donc les difficultés rencontrées, par exemple la douleur, les petites gestions de crampes, mais aussi justement des éléments sur lesquels on n'avait pas forcément anticipé et que derrière il va falloir faire face. Et donc un sportif pour moi qui semblerait performant, c'est un sportif qui est en mesure de s'adapter constamment aux situations qui lui sont proposées. Comment tu vas chercher ça, cette adaptabilité de situation, tout en restant super focus, parce que notamment quand on commence à aller sur du long, du 73, du distance Ironman, tu l'as dit, il est pas rare que on perde le focus et puis que notre attention se pose sur autre chose. Comment on fait pour se recentrer? Comment on fait pour rester véritablement focus tout en s'adaptant à la situation et parfois aussi, et je pense que tu me contrediras pas, en acceptant le fait que à un moment le cerveau divague, l'attention divague et puis qu'il faille retourner à l'instant présent. Alors ouais, là on peut s'appuyer justement sur une étude qui a été réalisée en 2018 et qui s'est intéressée justement à interviewer différents sportifs de haut niveau pour voir en fait les sources d'auto-efficacité, c'est-à-dire à quel point les sportifs ou sur quoi se basent les sportifs pour pouvoir tendre vers et se dire je suis efficace dans la situation. Et il y a notamment justement l'expérience de performance passée. C'est-à-dire que ces sportifs-là de haut niveau tendent à dire qu'il faudrait y aller progressivement en fait dans la pratique sportive. C'est-à-dire par exemple avant d'aller sur un half, et ben déjà de faire un semi-marathon. Et puis au fur et à mesure en fait cette expérience va faire qu'on va cumuler certaines stratégies et qu'on va pouvoir justement les transférer dans d'autres contextes. Ce qui semblerait aussi intéressant, c'est de s'appuyer sur l'expérience qu'on peut avoir dans d'autres milieux en dehors du sport, dans un milieu par exemple professionnel, à quel point je suis capable justement de gérer mon stress dans ce milieu et le transfert qu'on peut faire justement également dans le cadre sportif. Donc déjà pour s'adapter, c'est partir sur l'expérience qu'on dit cumulée. Et ce cumul d'expérience fait qu'au fur et à mesure, on va pouvoir tendre vers des objectifs un peu plus ambitieux et pour pouvoir justement amener cette adaptation. Je crois que j'ai entendu le fait ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire y aller progressivement, accumuler de l'expérience au fur et à mesure. Et ouais, c'est un peu ça, ouais, carrément. Vu qu'on parle d'expérience, notamment d'expérience passée, quid du mince, maintenant je suis plus capable de faire ça, alors que il y a 6 mois, il y a un an, j'y arrivais. Il y a un an, je courais un marathon en 3h30 et puis aujourd'hui, j'ai du mal à courir, je suis fatigué, j'ai du mal à me bouger. Quid de cet état d'esprit? Alors ça c'est intéressant parce que un sportif d'endurance, il est alors moi le premier, on est toujours quand on va courir, quand on va faire du vélo, quand on nage, toujours en fait dans une négociation avec soi-même. C'est-à-dire qu'on est toujours en format scan. On scanne à chaque fois nos petites douleurs, on scanne à chaque fois notre perception de l'effort. Et là où il va falloir être intelligent entre guillemets, c'est à quel point je suis capable de juger ce que je suis en train de vivre. Et le plus souvent, et ça se passe par exemple le plus souvent à l'échauffement, on a une tendance justement sur les premières longueurs de natation par exemple à juger est-ce que j'ai les bonnes sensations, les mauvaises sensations. Et automatiquement, à partir du moment où on impose un jugement en se disant c'est positif, c'est négatif, c'est bien, c'est mal, et ben derrière il y a tout un schéma de pensée qui va naître et qui va faire que derrière on va se sentir justement est-ce que je me sens efficace dans la situation ou pas. Et justement, qu'est-ce qui se passe si on se sent pas efficace? Allez, on va prendre le côté négatif, même si je préfère voir le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide. Mais pendant la situation que tu évoques, on commence à s'échauffer en natation, les 800 premiers mètres, pour revenir sur ta première séance, les 800 premiers mètres, on sent que y a un petit truc qui coince, ou on n'a pas de bonnes sensations, on est un peu essoufflé. On sait pas trop dire pourquoi, mal dormi ces derniers jours, crise d'allergie, on sait pas, mais voilà. Quelle est selon toi,
la meilleure attitude pour pouvoir continuer à dérouler l'entraînement et pas cogiter pendant l'heure et demie, les 2 heures d'entraînement qui s'annoncent. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que derrière, on met bien en évidence justement 2 mécanismes. Déjà, la première chose, c'est apprendre aux sportifs à identifier très rapidement en fait son dialogue interne. C'est-à-dire à quel point je suis en train de me parler là. Moi, c'est ce que j'appelle le petit colocataire, celui avec qui justement à chaque fois on est en train de discuter là, qui nous parle et qu'on va. C'est déjà d'identifier un peu son dialogue interne et à quel point derrière il a un jugement envers ce qu'on est en train de faire. Le plus souvent dans ce dialogue interne, soit c'est quelque chose, il y a 2 types de systèmes. Soit c'est un dialogue qu'on se dit mais qui est en pilote automatique. C'est-à-dire que c'est une manière de penser et de se parler qui est automatique. Ou soit il y a ce dialogue interne où aussi à un moment donné on peut reprendre un peu le contrôle. C'est-à-dire que je peux déjà formuler et amener justement des corrections. Alors ça peut être un dialogue interne orienté vers la tâche, c'est-à-dire des corrections en termes de concentration ou ce portement d'attention, mais aussi motivationnel. Donc déjà ça va avoir un impact sur le dialogue interne. Et ensuite justement le fait de porter une attention ou de juger les sensations que je suis en train d'avoir, ça va avoir un gros impact en fait sur ma perception de l'effort. En fonction du principe où si j'ai les mauvaises sensations, déjà j'appose un jugement et derrière automatiquement ma perception de l'effort va être amplifiée. C'est-à-dire que pour un même 800 mètres, si j'ai mal dormi la veille, etc., ma perception de l'effort va être augmentée, va être plus forte, qui fait que derrière je vais devoir tout avoir un système cognitif, un système de pensée qui va se mettre en route et qui derrière va justement pouvoir amener potentiellement une contre-performance. Donc l'idée en fait de notre sportif, et ça c'est toute l'approche pleine conscience ou mindfulness. C'est-à-dire vivre l'instant présent, mais vivre l'instant présent sans jugement. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un temps d'auto-observation, on amène le sportif à créer une familiarité avec ses sensations, à créer une familiarité en fait en s'auto-observant sur le moment. Le deuxième module en fait de la pleine conscience, c'est cette notion d'acceptation ou de non-jugement. C'est-à-dire que c'est une expérience du moment, et donc du coup je vais être capable de l'accepter. Et pour accepter une situation, rien de mieux que de se refocus sur quelque chose qui semblerait plus intéressant. Et donc là, on parle de stratégie attentionnelle. Donc en gros, là, tu sens une douleur au mollet alors que tu es en train de courir. L'accepter, voilà, j'ai une douleur. C'est soit. Voilà. Mais se reconcentrer sur autre chose qui va bien. J'ai pas mal au bras, j'ai pas mal à la tête, je suis bien en termes d'alimentation, donc on continue à y aller. En gros, c'est ça. Ouais, par exemple, alors ça va être par exemple tous des repères, des stratégies attentionnelles par rapport à son allure de course. Ça peut être justement observer l'allure à laquelle je cours, ça peut être aussi porter une attention volontaire sur la technique de course à pied. C'est-à-dire que s'il y a une petite douleur justement au mollet ou une petite crampe qui arrive, ça va être pourquoi pas de porter son attention volontairement sur la technique de course à pied. Voilà, des choses qui sembleraient intéressantes sur le moment, plus que de ruminer sur putain j'espère que ça va passer, ou alors essayer complètement de changer le cours des choses alors que on va pas pouvoir changer le cours des choses. C'est vraiment créer cette adaptation sur le moment. Ouais, en gros c'est un peu la petite pince qu'on fait aux enfants, le petit il tombe, il se fait mal au pied, tu le pinces un peu sur la fesse, pas trop fort hein, voilà, c'est pas de la torture, mais tu passes un peu sur la fesse et puis mais pourquoi t'as fait ça, j'ai mal aux fesses. Oui, mais comme ça t'as pas mal à ton pied, c'est ça. Ouais, on peut créer une petite distraction. Ouais, ça c'est sur la partie un petit peu du quotidien du sportif d'endurance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres points que toi tu as notés, aussi bien en tant que prep mental, mais aussi en tant que pratiquant, qui te permettent de débloquer certaines choses et qui pourraient aider nos auditeurs et nos auditrices à se dépasser encore plus? Ouais, alors c'est concernant cette expérience, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment faire un gros travail d'imagerie, de visualisation. C'est-à-dire que le mieux quand je travaille avec des sportifs, ça va être déjà de les immerger dans le contexte dans lequel ils vont réaliser leur performance. Là, récemment, j'ai travaillé avec une nageuse qui n'avait jamais réalisé justement ses championnats de France junior dans une piscine. Et justement, ça va être déjà d'aller faire un gros travail sur Google Images, simplement aller repérer justement des images en lien avec le lieu dans lequel je vais réaliser cette performance, et pour vraiment s'imprégner et s'immerger dedans. Ça va être d'identifier justement un code couleur, ça va être de s'immerger justement, est-ce que c'est une petite piscine, une grande piscine, quelle est la couleur de cette piscine, et puis derrière on va y intégrer justement des éléments en lien avec la performance, des éléments perturbateurs. Comme on a dit, le sportif qui s'adapte, c'est le sportif performant. Donc on va pouvoir y intégrer justement dans ce travail de visualisation des éléments dits parasites pour pouvoir justement s'immerger au mieux. L'objectif étant que si cette situation elle intervient, j'ai déjà identifié des stratégies de faire face. C'est-à-dire que je sais déjà comment réagir si la situation elle arrive. Oh. Mais tout ça, tout en restant encore une fois focus et en acceptant la situation. Exactement. Ok. Toi, t'encadres, donc on l'aura compris, t'encadres des sportifs d'endurance, mais pas que. Tu parlais aussi de
foot. Tu vois le parallèle parfois entre les différents sports, peut-être entre les différentes approches que peuvent avoir les sportives et les sportifs, les différents comportements. Enfin, est-ce que tu vois des parallèles, quel que soit le sport, voire même quelle que soit l'activité, parce qu'on peut parler de sport, mais on peut aussi parler d'activité culturelle, on peut aussi parler d'activité professionnelle. Est-ce que tu vois des ponts, des parallèles? Ouais, alors la première démarche justement d'un prépa mental, c'est l'analyse de l'activité. C'est de partir du principe où on va devoir intégrer une structure, un sport particulier. Dans ce sport-là, justement, il y a des déterminants, on va dire mentaux ou psychologiques en lien avec la performance. Donc il y a déjà ce premier temps d'analyse qui doit être fait. Et une fois qu'on a analysé l'activité, derrière, on va tirer justement des principes de travail, des mécanismes à travailler. Et il y a des transferts en fait dans chacune des activités, notamment si on en vient à cette fixation d'objectifs. Ça, c'est le premier travail justement qu'on peut mener avec un sportif. C'est par rapport à son engagement, sur quels sont les objectifs, par exemple, durant sa saison. Est-ce il existe des objectifs, on va dire, prioritaires, des objectifs dits secondaires? Par rapport à ces objectifs, justement, quel est le plan d'action qu'il va mettre en place? Et donc ça, c'est vraiment justement une thématique sur laquelle on peut vraiment transférer entre les activités, qui semblerait aussi la plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fonction d'une fixation d'objectifs, on va pouvoir créer justement soit une situation de performance, on va mettre le sportif en situation de performance, c'est-à-dire que les objectifs qu'il s'est fixés sont ambitieux, sont plus ou moins réalisables, sont temporellement définis, mais en fonction aussi de la manière dont le sportif va se fixer des objectifs, ça peut créer aussi des doutes et des inquiétudes. On imagine justement un sportif d'endurance, son seul objectif justement c'est de battre son partenaire d'entraînement. Ça c'est un objectif justement qui va tendre le sportif à du doute et inquiétude, dans le sens où cet objectif-là, il n'a pas le contrôle et la maîtrise totale de cet objectif. Tout va dépendre. Est-ce que... Ouais, puis imagine que ton partenaire, le jour de la compétition, il soit pas là, il se blesse. Du coup, c'est quoi ton objectif? De finir la compétition? Exactement. Donc il y a vraiment ce parallèle à faire, et donc vraiment amener le sportif à contrôler les objectifs qu'il se formule. Une image que moi je donne aux sportifs et que vous allez pouvoir vous donner, c'est comme la fixation d'objectifs, comme la création d'un gâteau. Pour faire un gâteau, on a des ingrédients. Moi, c'est ce que j'appelle justement des ingrédients de performance. Donc, on va essayer de les identifier, ces ingrédients, de les sélectionner. Et puis ensuite, justement, pour aboutir à un gâteau, il va falloir aussi créer un plan d'action. C'est-à-dire, il va falloir respecter une quantification précise et puis une priorité, un ordre à donner dans ces objectifs. Et une fois que tout ça c'est fait, derrière, on a le gâteau, l'aboutissement. On le met dans le four, et le four, un peu, c'est la performance, c'est la chaleur que je vais lui donner, c'est toute l'intensité que je vais donner pour pouvoir aboutir et avoir la petite cerise sur le gâteau qui est le résultat final. Donc c'est vrai, ça, c'était vraiment une métaphore à garder en tête pour pouvoir vraiment déconstruire cette fixation d'objectifs, mieux la comprendre et derrière être capable de la construire. Wow. Bon, écoute, ça me donne faim tout ça. En plus, on enregistre, il est 11h30, je commence à avoir le ventre qui gargouille. Allez, à table. Au-delà d'avoir trouvé des ponts entre les différents pratiquants de différentes activités, qu'elles soient sportives ou pas, est-ce que tu notes certains paramètres communs pour les sportives et les sportifs de haut niveau qui sortent un petit peu du sportif amateur? Je sais pas. On parle souvent de résilience. On parle souvent aussi d'accepter d'aller voir un préparateur mental, parce que c'est vrai que bon, ça change beaucoup ces dernières années. Mais on en parlait encore avec mon invité que j'avais hier, Paulin Philippe. Il y a quelque temps, aller voir un prép mental, ça voulait dire que tu avais un problème, quoi. C'était aller voir un psy au sens médical du terme, pas au sens de accompagnateur de la performance, accompagnateur de la préparation, membre du staff du sportif. Ouais, carrément. Aujourd'hui, donc il y a vraiment une volonté, comme on dit, c'est de la préparation mentale au même titre que de la préparation physique. Alors après, tout dépend de l'éthique du préparateur mental. Le plus souvent, en fait, quand on fait cette approche, il y a un premier temps déjà d'évaluation des ressources mentales. Un préparateur physique, au tout début, ce qu'il va faire, c'est différents tests physiques. Par rapport à ces tests physiques, derrière, on a un score, on a un résultat, et il va pouvoir orienter le travail. De la même manière, alors au-delà de l'analyse de l'activité, la manière dont moi je m'y prends, justement, c'est déjà évaluer les ressources mentales du sportif. On peut s'y prendre justement par rapport à un entretien. Cet entretien, il va avoir comme valence d'identifier quelles ont été les stratégies que j'ai mis en place sur des situations, on va dire, favorables, c'est-à-dire de performance, des situations un peu de contre-performance, et puis de voir est-ce qu'il y a une comparaison à faire, comment j'ai fonctionné dans une situation, comment j'ai fonctionné dans l'autre, pour en soutirer justement derrière un travail. Ça va être aussi d'aboutir à des questionnaires sur lesquels justement le sportif va pouvoir renseigner certaines informations pour pouvoir dégager justement des ressources mentales prioritaires à travailler.
Et une fois que cette évaluation est mise en place, derrière, on va pouvoir travailler sur des priorités. Alors, soit que le sportif, il en a déjà directement. En fait, il fait une demande très spécifique. Je veux travailler sur ce point-là spécifiquement. Soit c'est plutôt une approche plutôt globale. Et là, c'est à moi, en fait, d'identifier des ressources principales à travailler. Et après, on met vraiment un programme et un entraînement mental en place avec des cycles de travail, des cycles d'évaluation. Et puis après, comme on a dit, on voit la chaleur lors de la performance et puis on voit ce que ça donne. Et tu disais que parfois il y en a qui viennent déjà avec une demande particulière. Est-ce que ça s'est déjà produit que tu leur dises OK, j'entends ta demande là, on va le travailler, mais il y a pléthore où il y a quelques priorités d'abord. Donc je te propose qu'on travaille d'abord sur ça, ça, ça et ça, et puis après on mettra le gazon dans le four. Ouais, exactement, parce que par exemple un sportif il peut venir vouloir travailler sur sa gestion du stress et comme on a dit en fait la fixation d'objectifs, savoir se fixer efficacement des objectifs va permettre justement de minimiser l'impact stress. Donc on voit bien en fait. Sachant que le stress c'est pas toujours mauvais, hein, on le répète. Hein. Exactement. Ouais, non, carrément. Justement, c'est ce qui permet aussi à un moment donné à un sportif justement d'être dans une stratégie d'adaptation, de pouvoir tout s'organiser par rapport à ça. On parle vraiment justement du stress qui va amener le sportif à contre-performer dans sa mauvaise gestion. Donc oui, tous les ressources mentales ont un lien entre elles et travailler directement sur la ressource mentale ou sur la demande du sportif au départ, pour moi, justement, est une mauvaise approche, puisque justement, il faut prendre cette approche dite systémique et vraiment d'aller chercher un peu tout ce qui entoure le sportif. Au-delà de la préparation mentale pure, même aller voir justement l'environnement dans lequel mon sportif il évolue. C'est-à-dire la relation, si c'est un jeune sportif, la relation qu'il entretient avec ses parents, la relation qu'il entretient avec son entraîneur, quel climat motivationnel il y a dans le contexte familial et le contexte entraîneur-entraîné, qui peut amener derrière aussi une mauvaise gestion du stress de la part de la sportive ou du sportif. Et comment tu fais, tiens, si tu te rends compte à force d'échanges, ou du moins tu as l'impression, parce que toi évidemment tu n'as qu'un versant de l'histoire, celle de la personne que tu coaches, mais comment tu fais si tu as l'impression qu'il y a des personnes qui sont toxiques autour de la sportive ou du sportif que tu encadres? Alors, ce qui peut être embêtant, c'est si c'est les parents, hein, un peu difficile, on a un peu du mal à se défaire de ses parents quand on est jeune, mais ou même pas, même plus âgé, mais je sais pas, un entraîneur qui s'avère toxique pour le sportif ou la sportive. Comment ça se passe? Est-ce que tu t'autorises à donner des conseils, à le dire? Est-ce que tu as un rôle à jouer? Est-ce que en plus t'es pompier volontaire, donc tu sais ce que ça représente, aller au feu, quoi. Donc est-ce que c'est ton rôle aussi à jouer, de dire quelque chose, voire d'agir? Je sais pas si c'est un jeune sportif, d'aller voir les parents et leur dire, écoutez, là, avec l'entraîneur, il y a un problème. Ouais, alors ça peut être des choses qui sont mises. Alors tout dépend aussi du contexte dans lequel j'interviens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir justement des sportifs en individuel, c'est-à-dire qui demandent justement un accompagnement préparental en dehors de la structure. Donc là, moi, je n'ai pas accès en fait à la structure, aux discussions ou aux échanges avec les membres du staff, etc. Donc là, on se trouve dans une problématique en lien avec la prépa mentale où derrière, j'ai pas les moyens moi de débloquer certaines ou de faire cette relation de médiateur. Par contre, justement, dans les structures dans lesquelles je peux travailler et auquel cas j'ai accès soit au staff, aux membres du staff, à l'entraîneur et ou aux parents, et ben là, justement, je fais un travail, on va dire, de sous-marin, c'est-à-dire que je vais amener, pourquoi pas, cette problématique de manière implicite au départ. Et puis ensuite, justement, en fonction de l'accord aussi de la sportive, hein, est-ce que là où le sportif me donne son accord pour pouvoir rentrer en contact avec les parents ou l'entraîneur, ça peut se faire. Qu'est-ce qu'il y a comme marqueurs négatifs ou positifs dans une préparation qui permettent justement de te dépasser, qu'il va falloir soit travailler, amplifier ou annihiler si c'est des éléments négatifs? Enfin, est-ce que en termes de prépa mentale, il y a des choses qui sont positives qu'on va pouvoir exacerber, sur lesquelles on va pouvoir travailler, mais finalement peut-être pas plus, juste les embellir, les polir un petit peu, et d'autres qui sont véritablement néfastes dans la préparation, l'entraînement, voire même dans la performance des sportifs, et des choses peut-être soit qui sont communes, soit que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer, qui pourraient aider notre audience à se dire, tiens, là j'ai peut-être un problème, soit il faut que je consulte, soit il faut que je trouve un prépa mental, soit il faut que je mette en place des choses pour changer cet état d'esprit, cet état de fait, cette façon de faire. Ouais, alors déjà, on peut en venir, en fait, pour moi, il y a une thématique sur laquelle les sportifs, à partir du moment où ils ressentent ça, c'est la gestion de la blessure. C'est-à-dire que, alors, on a de la chance au triathlon d'avoir 3 sports, c'est-à-dire que si je me blesse sur un sport, potentiellement, je peux retomber un peu sur mes pas, dans le sens où je peux encore pratiquer 2 autres activités.
Mais par contre, des fois, la gestion de la blessure, c'est une grosse thématique à travailler avec les sportifs, surtout quand on a un tel volume justement d'entraînement. Par rapport à cette gestion de la blessure, le plus intéressant, ça va être vraiment ce qui est marqué dans les études, c'est sa capacité. Alors encore une fois, c'est cette notion d'acceptation. Mais pour accepter le fait que je sois blessé, c'est surtout réorienter mon attention, c'est-à-dire l'engagement à la fois physique, mais aussi l'engagement mental que j'ai dans un programme, par exemple, de réathlétisation. C'est-à-dire de prendre vraiment, d'avoir un engagement vers la tâche. Je suis blessé, ok, c'est chiant, ok, j'ai des émotions négatives par rapport à ça, c'est frustrant. Mais par contre, ce qui va faire que je sois capable de m'adapter très rapidement, c'est ma capacité en fait de me réorienter très rapidement, à mettre en place des choses justement pour revenir très vite à l'entraînement et à la performance par rapport à ça. Donc si vous avez vraiment des difficultés en lien avec cette acceptation de la gestion de la blessure, des émotions vraiment négatives en lien avec ça, je pense que c'est un des travaux qui peut être mené avec un préparateur mental. Salut les sportifs, c'est Charlie d'OpenTree et je me permets d'interrompre votre podcast un très très court instant. Si l'épisode que vous êtes en train d'écouter vous plaît, alors on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez prendre 10 petites secondes pour ouvrir votre appli de podcast préféré, y trouver la fiche du podcast Devenir triathlète X OpenTree et nous laisser une note, de préférence 5 étoiles, en nous disant ce qui vous plaît le plus dans le podcast. Ça vous prendra seulement quelques secondes, mais ça nous permettra de continuer à améliorer le podcast et à se faire découvrir par d'autres auditeurs triathlètes. Un immense merci à vous qui allez laisser une note et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre épisode. Avec un préparateur mental, forcément, mais seul, si on n'a pas encore fait la démarche, si on n'a pas encore franchi le pas, si on n'a pas encore switché à se dire je vais aller voir un prep mental, une prep mentale ou être accompagné par un professionnel médical, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus, essayer de débloquer ces choses? Alors tu l'as dit, l'accepter, oui, ouais, j'ai une blessure, ouais, ça arrive, voilà, faut que je m'en remette, ouais, mais faut que je m'en remette. Ok, il y a le côté physique, mais le côté mental joue beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut exacerber un petit peu ce bon côté cette bonne façon de penser, de voir? Alors, comme on a dit, c'est déjà réorienter son attention sur des nouveaux programmes d'entraînement. Ça va être aussi, pourquoi pas, de se refixer des nouveaux objectifs. Alors, le plus souvent, ce qui est chiant, c'est que si je suis pas capable justement de faire de la course à pied, la question se pose de savoir est-ce que les objectifs ou les compétitions sur lesquelles j'ai pris un dossard, est-ce que je peux les réaliser? Mais les réaliser à ce moment-là, je fais que la partie natation et la partie vélo. C'est justement être capable aussi d'être intelligent dans la manière dont je vais approcher justement cette performance-là. De la même manière, ce qui va sembler intéressant, ça va être de faire ce travail de visualisation qui a montré de gros objectifs justement pour pouvoir retravailler sur cette gestion de la blessure et sur la capacité à se réadapter rapidement. Mais pour moi, le gros impact justement, c'est redéfinir un peu ces objectifs qu'on s'était fixés au départ pour pouvoir justement au mieux se réengager dans l'activité. Et une fois qu'on franchit le pas d'aller voir un prep mental, est-ce que ça a une durée limitée? Est-ce que tu t'engages dans un accompagnement long terme où il y en a 1, 2, 3 séances, ça suffit à débloquer certaines choses et puis après on attend, on voit venir? Ouais, et tout dépend aussi de la demande du sportif. Ça peut être sur un accompagnement sur la saison parce qu'un sportif il peut être curieux. Il n'a pas forcément justement de problématiques à travailler. Lui, c'est justement intégrer cette prépa mentale comme l'approche en prépa physique. Ça peut être aussi justement sur des thématiques, comme on a dit, très précises. Et puis, ce qui est hyper intéressant, et là je l'ai vu justement le potentiel avec certains sportifs, c'est dans l'approche de la préparation mentale, le premier temps, moi ce que j'aime faire, c'est ce qu'on appelle de la psychoéducation. C'est-à-dire que c'est apprendre aux sportifs à comprendre comment il fonctionne et quelle stratégie il met en place. Avant même d'intervenir, avant même de mettre en place un exercice en prépa mentale, c'est d'identifier comment je fonctionne dans certaines situations. Et cette psychoéducation, c'est amener justement une compréhension un peu plus fine des mécanismes psychologiques. Par exemple, quand on dit c'est quoi la gestion du stress, c'est apprendre aux sportifs, le stress il vient des situations un peu perturbatrices. J'ai plusieurs manières de réagir ou de fonctionner par rapport à cette situation, le stress somatique, cognitif, etc. Et des fois, il suffit simplement d'avoir une meilleure compréhension de tout ça, de ces mécanismes, pour aboutir à une meilleure réflexion et connaissance du sportif sur sa manière de fonctionner. Et derrière, par lui-même, en fait, il est capable de trouver la nouvelle stratégie, la stratégie d'adaptation. Et ça a un gros potentiel, cette facette de psychoéducation, pour rendre aussi, surtout, le sportif autonome. Ça, c'est l'objectif de la prépa mentale, c'est d'amener le sportif à être autonome dans sa pratique, donc à la fois dans la compréhension de son système et des stratégies qu'il met en place,
Et si vraiment derrière, non, il n'arrive pas du tout à trouver par lui-même cette stratégie, alors là, la préparation mentale et l'entraînement mental pur arrivent dans un second temps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des sportifs que tu encadres qui, pour l'objectif d'après, pour la saison d'après, décrochent complètement de la prépa mentale qu'ils ont eue? On le dit, chasser le naturel, il revient au galop. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et comment est-ce qu'on recadre ça? On est peut-être sur un sujet un peu plus technique de la prépa mentale, mais ça m'intéresse aussi de savoir, parce que je pense que ça nous est déjà tous arrivé, focus sur une préparation, je sais pas, un 73 de Aix, tiens, il fait beau, il fait chaud, c'est un beau parcours, c'est bien fait. Pendant une saison, on est à fond dedans, on y va, on s'éclate, on atteint l'objectif qu'on avait prévu. On a travaillé avec un prep physique et un prep mental sur certains points, certaines choses, certains points d'ancrage. Et puis la saison d'après, on est complètement perdu, on est revenu à ce sportif amateur un peu perdu qu'on était quelques mois avant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des situations comme ça? Et comment est-ce qu'on les redresse? Ah ouais, ça m'est déjà arrivé, justement, notamment avec les filles de l'équipe de France de hockey subaquatique. C'est-à-dire, à partir du moment où on a atteint un objectif qui semblait déjà ambitieux, c'était l'objectif prioritaire. En fait, il y a une certaine fatigue qui s'est cumulée jusqu'à cet événement, que ce soit une fatigue physique, mais aussi et surtout, en fait, une fatigue nerveuse. Et à partir du moment où cet objectif il a été réalisé, alors soit l'objectif on va dire final est réalisé en termes de résultats, mais tout simplement aussi justement l'événement a eu lieu. Derrière il y a, comme tu as mis en évidence, une problématique sur la récupération. Et cette notion de récupération, elle peut être dépendante en fonction du sportif, c'est vraiment individuel, et c'est sa capacité justement derrière à, encore une fois, revenir sur quels sont les objectifs que je veux me fixer, etc. Mais il semblerait intéressant de travailler sur cette notion de zone tampon, de transition entre deux événements pour à la fois bien récupérer et derrière se projeter sur la suite en s'engageant au maximum dans cet événement. C'est Joe-Wilfried Tsonga que j'entendais qui disait que son problème à lui dans sa carrière, ça a été qu'il s'était justement fixé des objectifs qu'il a parfois atteints, mais sans avoir été en fixer d'autres après, plus haut, plus long, plus loin, plus fort. La stratégie, du coup, ce serait peut-être de se dire, ok, cette année, c'est 73 de Aix, et puis l'année prochaine, c'est l'Ironman de Nice. Donc, je prends une zone tampon, X semaines, X jours d'arrêt, que ce soit sportif ou mental. Hein. On le répète, les bienfaits de la pause, qu'elle soit saisonnière ou annuelle, mais les bienfaits de la pause, de s'arrêter, ne plus faire de triathlon, ne plus s'entraîner pendant quelques jours, quelques semaines, passer du temps avec la famille, avec les proches, aller marcher plutôt que d'aller courir, aller au bord de la mer. Enfin voilà, se changer les idées dans le sens aussi mental du terme, mais aussi physique pour le corps. Et puis après repartir sur la préparation qu'on s'est fixée. Et là encore, si tout se passe bien, et dans le cours de la préparation de ce fameux Ironman de Nice qu'on se fixerait pour l'année d'après, ne pas hésiter à se refixer un autre objectif. Est-ce que ce serait ça la bonne stratégie? Oui, c'est exactement ça. Et puis on revient sur ce que tu dis, c'est aussi j'ai besoin d'une zone tampon, j'ai besoin d'une zone de transition un peu pour me ressourcer. Et souvent les sportifs en fait jugent ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire que c'est pas normal, je devrais pas faire ça. C'est-à-dire que ces zones de transition, je suis en train de perdre mon temps, il va falloir que je revienne à l'entraînement, je vais perdre tout. Je suis en train de perdre du poids, je mange n'importe comment. Exactement. Et en fait, on est toujours et constamment, alors peut-être pour les sports d'endurance plus, mais parce que justement, on a l'impression on a cet objectif-là et sur ce que je suis en train de faire sur le moment, en fait, c'est une prise de décision à l'instant. C'est-à-dire que par rapport à ce que je souhaite et par rapport à ce que je fais aujourd'hui, je suis en train de juger est-ce que le comportement que je mets en place, il est favorable ou défavorable pour ce que je me projette. Donc il faut bien identifier justement aussi dans cette fixation d'objectifs, ok, il y a aussi un temps limite, c'est-à-dire que le jour de la compétition c'est fixé dans le temps, c'est une date très précise, mais je peux aussi justement imaginer moi, dans le cadre de ma préparation, une date à laquelle je commence. Et justement le sportif qui va s'adapter, c'est le sportif justement qui est capable d'adapter aussi son plan d'entraînement en fonction de la fatigue d'aujourd'hui. La séance elle est proposée, elle est écrite sur le papier. Mais à quel point je suis capable aussi de faire en fonction de ce que je ressens, est-ce que je suis capable de m'adapter ou pas. Et le sportif justement qui est tout le temps en crise de temps, qui est tout le temps justement en train il n'est pas en négociation en fait, il fait mais c'est stressant pour lui, c'est le sportif qui justement va avoir des difficultés à s'adapter le plus facilement à ce qui lui est proposé. Et donc risque de blessure derrière parce que pas d'écoute, pas d'auto-observation.
Voilà. Pour revenir sur ce que tu disais sur le fait d'être constamment en train de se juger et de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire là, je mange n'importe comment, je bois un verre de trop, c'est délétère par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Oui, ok, je suis en pause, mais ou je suis en zone tampon, mais ça va pas bien. C'est assez contradictoire aussi avec le fait de dire tu sais, cet effet cumulé, la performance cumulée, c'est-à-dire on a parfois, en termes d'entraînement, bien intégré que au fur et à mesure de l'entraînement, de l'expérience passée, accumulée, c'est ce qui va permettre d'obtenir la performance future. Et en même temps, on est en train de se juger en se disant là, je suis en train de faire n'importe quoi au niveau alimentation, hydratation, sommeil, faire la fête avec les proches, etc. Et donc là, on est un peu en train de casser cet effet cumulé et de créer un autre effet cumulé qui soit délétère, pervers. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un peu contradictoire en fait le mode dont fonctionne notre cerveau. Mais ouais, en fait, il est toujours en ce qu'on appelle en dissonance. C'est-à-dire que, comme on a dit, on est en train de projeter quelque chose, un objectif particulier. En fait, c'est un dilemme. On est tout le temps en situation de dilemme. Là, concrètement, aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Mais ce dont j'ai besoin aujourd'hui ne va pas en rapport ou ne va pas favoriser justement ma performance finale. Mais c'est aussi, du coup, s'accorder des temps. C'est-à-dire, il y a des temps dans notre emploi du temps. Comme on a dit, un objectif, c'est court, moyen, long terme, mais ça peut être aussi sur du très court terme. Et c'est aussi de voir les bénéfices que j'en tire de ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, qui n'est pas forcément en rapport avec mon objectif final. Mais par contre, sur un autre plan, ça va favoriser le plan social parce que je vais voir mes amis. Et en fait, ça va me ressourcer sur un autre axe de travail. La notion de plaisir, par exemple, qui est bien mis aujourd'hui en évidence comme un élément central pour performer à haut niveau. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser aux échanges que j'ai sur l'autre podcast que j'anime qui s'appelle Dans les vestiaires où l'essence du podcast, c'est de savoir comment est-ce qu'on construit une carrière de sportif de haut niveau. Certains sont obligés de travailler pour pouvoir financer leur carrière et d'autres font le choix de travailler, pas forcément à temps plein, même s'ils pourraient vivre de leur sport, mais ils font quand même ce choix de travailler parce que ça leur permet de trouver cet équilibre, cette soupape, ce moment de décompression, ce sas de décompression. Donc, que ce soit sortir avec les proches, les amis ou aller travailler, parfois, c'est le dilemme, mais il faut savoir trouver l'équilibre et une fois qu'on a trouvé l'équilibre, après, normalement, tout se passe bien. Exactement. C'est aussi partir du principe où, en fait, en tant que sportif, on est la plupart du temps en pilote automatique. C'est-à-dire qu'on a un mode de fonctionnement qui semblerait le même. Et là où on va être performant, c'est être capable justement d'être un peu plus spectateur de ce mode de fonctionnement pour pouvoir justement derrière cibler certains principes qui vont nous faire plaisir, certaines activités où je vais pouvoir être capable de me ressourcer. Parce qu'on sait très bien que dans une prépa, c'est mode œillère. On a des œillères et puis on fonce et on voit pas trop justement ce qui se passe à côté. Donc vraiment être aussi auto-observateur, être un peu plus spectateur aussi de ce qu'on fait pour pouvoir être plus... C'est marrant ce côté auto-observateur, s'observer soi-même. Ça me fait penser à ce fameux état de flow, tu sais, dont on parle aussi souvent, et notamment quand on aborde des sujets de prépa mentale. Donc juste pour en reparler, si les gens voient pas ce que c'est un peu ce moment où on se sent complètement détendu, relâché quand on est en train de pratiquer notre activité physique, que ce soit en compétition, mais aussi à l'entraînement. Et notamment cette sensation, moi ce que j'ai déjà vécu, c'est cette impression de sortir de ton corps et de te voir en train de courir, et puis juste que tous les voyants sont ouverts, quoi. Tu cours exactement à l'allure que tu voulais, t'as la sensation idéale, t'apprécies qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait de la pluie. En fait, t'es vraiment dans l'instant présent et t'apprécies ça. Et donc, ton approche, ce serait de se dire aussi, pendant la prépa, enlever un peu les œillères et essayer de s'observer aussi un peu soi-même, de prendre du recul, de se mettre dans un drone et de se regarder, voir son mode de fonctionnement pour pouvoir l'accepter et éventuellement l'adapter. Ouais, c'est exactement ça, en partant du principe où, alors comme on a dit, moi j'ai pas d'enfant, j'ai une vie professionnelle, voilà, tout est cadré, mais on peut l'observer dans certains sportifs d'endurance, en fait, à quel point, en fait, dans notre vie, on a différents pôles, et à quel point, en fait, le pôle sportif, il va prendre beaucoup de place, beaucoup d'importance, et à un moment donné, va aussi justement impacter d'autres pôles, par exemple le pôle professionnel ou le pôle familial. Et donc, quand on dit être spectateur, c'est aussi de voir l'impact qu'a toute cette préparation et l'impact que ça a sur moi. Et est-ce que justement ça se projette dans les différents pôles et d'être capable justement de faire la part des choses pour pouvoir avoir un mode de fonctionnement qui semblerait vraiment adaptatif dans ces différents pôles dans lesquels
je mets en place une certaine performance. Adaptation, adaptabilité, c'est quand même le maître mot. Et pourtant c'est pas facile parce que tu vois, pour être papa, mari, avoir un job, des fois tu trouves aussi l'équilibre dans la pratique du sport. C'est le sport qui te fait du bien, qui te permet de te détendre, te sortir la tête du guidon, te sortir de ses œillères, tout en remettant pour justement te fixer ton objectif. Et par contre, ce qui tourne autour de toi, tes proches, ton employeur, comprennent pas forcément ça. Et du coup, ça arrive encore là aussi que tu rentres dans un cercle vicieux et pas vertueux de je bosse à fond, je passe du temps avec ma famille, mais j'ai besoin de faire du sport, mais j'ai pas le temps, ou j'ai pas l'occasion, ou j'ai pas les moyens. Et du coup, c'est comment on sort de ça en fait? J'en profite pour faire ma séance de prep mentale. C'est pour ça que je te disais, la prépa mentale est intéressante dans ces deux approches. Là, il y a l'approche vraiment entraînement mental pur et aussi cette approche d'accompagnement psychologique, mais de prendre le sportif au centre avec sa performance et derrière tout ce qu'on appelle les facteurs d'influence. Les facteurs d'influence, c'est la relation que je vais entretenir justement avec mon contexte familial, la relation que je vais entretenir avec mon entraîneur, avec mon contexte professionnel. Et c'est justement essayer d'identifier sur quel levier moi je peux impacter pour être au mieux dans ce que je suis en train de réaliser moi au centre de ma performance. C'est vraiment d'aller chercher tout cet entourage, tout l'environnement et le contexte dans lequel je vis pour pouvoir justement mieux scinder ces différents pôles de vie. Ouais. C'est la fameuse roue de vie, c'est ça ? Ouais, peut-être, je connais même pas, tu vois. Bon, après, je pense que chaque prépa mentale, chaque école de prépa mentale a un petit peu ses termes ou ses approches, mais ouais, c'est ça, c'est faire une photo un petit peu à l'instant T de son environnement, des différents paramètres, des différents impacts que peuvent avoir les uns entre les autres, comment est-ce qu'ils sont imbriqués, et puis aller chercher l'ikigai. Ouais, c'est ça. Mais les études mettent bien en évidence l'impact du soutien social sur ce que peut réaliser. Alors, encore une fois, à très haut niveau, mais il suffit simplement même d'avoir des sportifs amateurs, à quel point, en fait, en tant que sportif amateur, on se met une charge ou un volume d'entraînement à hauteur des sportifs professionnels, alors qu'on n'aura jamais leur niveau, mais on a une tendance, en tant que sportif amateur, à se mettre une pression en termes de volume d'entraînement qui est quand même assez conséquente et quel est l'impact que ça peut avoir sur notre mode de fonctionnement, sur le stress, sur la pression que je me mets. Et surtout qu'il faut pas oublier, et j'aime bien faire des petits rappels, des petits disclaimers comme ça, certains sportifs de haut niveau déjà baissent leur niveau d'entraînement au fur et à mesure des années de pratique, parce qu'ils ont des dizaines, voire une ou un peu plus de vingtaine d'années d'expérience, d'expertise. Prenons notre champion du monde sur distance Ironman qui est français, Cocorico, Sam Laidlaw. Il a commencé le triathlon à 3 ans, quoi. Donc quand à 24 ans, il est champion du monde, il peut se permettre d'avoir un entraînement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus technique, et donc d'avoir un volume d'entraînement qui sera peut-être moins élevé que Mathieu Carrère ou Armano Di Micheli, parce que nous on est des amateurs et on est des bourrins, et en fait on peut caser une grosse partie de nos entraînements le week-end et un peu le soir, alors que Sam il va étaler tout ça sur la semaine. Bref. Et puis il y a aussi dans des structures sportives de haut niveau des préparateurs physiques qui sont là au chevet en fait des sportifs, qui tous les matins par rapport à un petit questionnaire, la qualité du sommeil la nuit précédente, etc., vont quantifier cette charge d'entraînement que nous, sportifs amateurs, on n'a pas. Et donc c'est ça où en fait, quand on parle de s'auto-observer, c'est aussi être très au clair et avec ses sensations, et pour pouvoir nous-mêmes nous adapter. C'est pas le prépa physique qui va être derrière nous à nous dire, là aujourd'hui, sur la série qui est présentée, au lieu de faire 8, t'en feras 4. Ça va être à nous de prendre cette décision. Et tu vois, tout à l'heure, en intro, tu me disais que ta conjointe est triathlète aussi. Est-ce que, justement, il n'y en a pas un qui joue le rôle de prep mentale et de prep physique au chevet de l'autre? Alors, l'un ou l'une ou l'autre, tu vois dans le sens où tu veux. Non, mais c'est vrai que, alors des fois, je peux avoir cette casquette un peu soit de préparateur mental, mais aussi du coup d'enseignant, parce que la prépa mentale, moi, je me base beaucoup sur les études en lien avec ça pour pouvoir construire un programme d'entraînement. Donc, c'est vrai que, en fait, parfois, je vais conseiller, mais c'est pas ce qu'elle attend. Elle attend simplement du soutien, et moi, je vais plutôt être tendance à conseiller. Donc, c'est un peu le chausseur le moins bien chaussé. Enfin, je sais plus l'adage là, mais c'est un peu ça. Le cordonnier le plus mal chaussé. Voilà, exactement. Donc,
parfois ça fonctionne pas. Et on le dit souvent, c'est rare les sportives et les sportifs de haut niveau qui sont toujours entraînés par leur mère ou leur père. Et puis le plus mauvais entraîneur dans un couple, c'est le conjoint ou la conjointe. Parce que simplement l'athlète, celui qui est entraîné, il n'est pas forcément prêt à écouter ce que dit le conjoint ou la conjointe. Voilà. Alors que si c'était vraiment un intervenant extérieur, peut-être que là les choses seraient mieux. C'est clair. Ça marche souvent comme ça d'ailleurs, surtout au niveau amateur. Ouais. On est souvent bien mieux encadré par quelqu'un d'autre que par son plus un. Tu parles d'études, ça me permet de faire une belle transition. Tu me disais dans les messages qu'on échangeait que ce qui t'intéresserait, ce serait d'avoir une approche une dimension plus scientifique de la prépa mentale à l'appui des données actuelles en sciences du sport, en sciences du comportement. Donc voilà, t'as open mic. Je sais pas ce que t'avais pensé, imaginé, abordé. Je t'ai posé pas mal de questions aussi pour ma propre masterclass, mais voilà, s'il y avait des sujets que tu comptais aborder, que tu aurais voulu aborder, que tu imaginais important, c'est le moment. Ouais, super. Tu sais qu'en fait, ces petits résultats d'études ou les choses qu'on a mentionnées dans le podcast, enfin dans notre échange, en fait, viennent des études. C'est-à-dire que derrière, il y a certains déjà éléments qu'on a pu mettre en évidence. Là où ça semblerait aujourd'hui intéressant, par contre, c'est aujourd'hui dans les sports d'endurance, ce qui fait qu'un sportif, alors il est ce qu'on appelle un pacing stratégie, c'est-à-dire l'identification de l'allure de course optimale que je dois avoir sur le moment, elle est médiée par notre perception de l'effort. C'est-à-dire que c'est la perception de l'effort consciente que j'ai actuellement de ce que je suis en train de produire qui fait que soit j'accélère, soit je garde justement l'allure de course que j'ai actuellement, ou soit justement je diminue cette allure de course. Et aujourd'hui, en fait, dans les études, ce qui est mis en évidence, c'est que pour un test à l'effort max, c'est pas justement le déficit musculaire ou physiologique qui fait que je vais arrêter justement mon effort, mais c'est plutôt justement derrière à quel point je perçois mon effort comme intolérable, c'est-à-dire que je suis au bout de ce que j'estime faire sur le moment. Et donc, partez du principe où vous êtes toujours capable de le faire. C'est-à-dire que d'un point de vue musculaire et physiologique, l'effort, vous pouvez le maintenir, c'est simplement à un moment donné à quel point vous estimez votre effort, là, la perception de votre effort max, qui fait que derrière, soit vous allez ralentir, soit vous allez complètement justement vous désengager en fait de l'activité, donc même voire jusqu'à l'abandon. Et ça, c'est les travaux de Roberta Antonini Philippe qui l'ont bien montré. De toute façon, c'est pas difficile, hein. La limite, c'est quand tu peux plus. C'est pas quand ton cerveau te dit que tu peux plus. Si on reprend l'exemple d'un test d'effort sur tapis, c'est quand tu tombes ou quand tes jambes elles avancent plus, quoi. Moi, c'est ce que j'essaie de me fixer comme objectif. Alors, j'ai bien dit, c'est ce que j'essaye, hein, parce que j'ai aussi un gros médiateur qui est mon cerveau. Mais en théorie, c'est ça. Tu peux plus, c'est quand t'arrives plus à respirer, quand tes jambes répondent plus, quand t'avances plus. C'est ça, là. L'objectif normalement. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, il y a différents médiateurs sur lesquels en fait on peut travailler en préparation mentale qui permettraient d'aller un peu plus loin dans cet effort ou alors de limiter l'impact à la perception de son effort. Là, on peut en venir en fait aux travaux de Guillaume Millet qui a travaillé justement sur le modèle de la chasse d'eau, le flush model. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que cette perception de l'effort, elle va être aussi médiée par des déterminants avant la compétition, avant notre performance. C'est-à-dire à quel point on a bien dormi la veille. C'est-à-dire qu'on peut déjà arriver le jour de la compétition avec déjà une perception de l'effort qui est très haute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis en place justement tous les médiateurs en termes de récupération, sommeil, hydratation, avant justement notre performance. Donc il y a un gros travail aussi à faire sur ce qui se passe avant pour bien justement aborder cette compétition le jour J et être au vert, c'est-à-dire à zéro en termes de perception de l'effort et de pouvoir justement performer le jour J. Alors tu parlais de Guillaume Meillet, qui est assez connu dans le milieu du trail aussi, et de sa stratégie de la chasse d'eau. Tu peux nous en parler rapidement pour qu'on visualise un peu ce que ça représente? Ouais, bien sûr. Alors, parce que tu nous teases comme ça, mais on a envie d'en savoir plus en fait. Ouais, alors sous réserve, hein, je vais le dire avec mes propres mots. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir un peu sur YouTube, il fait pas mal de conférences. Alors, faut partir du principe où sur une chasse d'eau, on a notre cuvette, et cette cuvette, au fur et à mesure, elle se remplit. Donc, on tire la chasse d'eau, elle se remplit au fur et à mesure. Et donc, plus l'eau augmente dans la cuvette, ça représente ma perception de l'effort. Et cette perception de l'effort, en fait, elle atteint un seuil, un niveau. Et ce niveau-là, justement, c'est à partir du moment où mon effort, il semblerait maximum. Pour pouvoir justement avoir un effort ou prolonger l'effort que je suis en train de réaliser, il va falloir avoir cette petite soupape. Et cette petite soupape, justement, représenterait la qualité du sommeil, représenterait pourquoi pas les stratégies attentionnelles que j'ai en place sur le moment, pour pouvoir avoir ce médiateur et médier un peu cette perception de l'effort. Encore une fois, le sportif en endurance, alors moi je prends par exemple là, en fonction de la dernière activité, la course à pied,
On est vraiment sur, je projette un temps, j'ai un objectif en tête ou en tête un classement, et en fait on est constamment en fait dans une lecture entre est-ce que les sensations que j'ai actuellement vont justement favoriser ce que je projette comme objectif. Et c'est toujours cette projection et cette dissonance qui peut apparaître chez un sportif, c'est-à-dire la prise de décision intuitive, enfin instantanée. Et donc c'est ça qu'il faut aussi travailler chez le sportif. Tu parlais de pouvoir éventuellement travailler cette perception de l'effort maximal avec la prep mentale. Je me souviens que j'avais déjà échangé avec le docteur Denis Boucher, qui est un docteur en recherche en médecine fondamentale québécois, et lui nous partageait à un moment que il a travaillé avec l'hypnose, avec certains de ses sportifs, et que il avait été impressionné de faire des tests d'effort à des sportifs aussi bien amateurs que de haut niveau, et de voir à quel point rien que en refaisant un test d'effort sous hypnose, ce seuil maximal était complètement déplacé. Il prenait l'exemple d'un test sur vélo. Admettons que quelqu'un fasse un test d'effort sur vélo et que sa puissance maximum soit à 200 watts. Et ben sous hypnose, il arrive à pousser à 450 watts sans avoir cette sensation d'avoir été au maximum et d'avoir souffert. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais, que tu as déjà abordé, que tu as déjà travaillé, et est-ce que c'est un peu les mêmes mécanismes qu'on pourrait travailler avec la prep mentale? Ouais, alors je suis pas forcément, je suis pas spécialiste de l'hypnose, donc il y a certains mécanismes qui sont travaillés avec l'hypnose et qui peuvent être travaillés justement sur d'autres programmes d'entraînement. Je pense notamment au Brain Endurance Training. C'est d'induire en fait dans le cadre de l'entraînement, on prend par exemple le cadre de la préparation physique, induire justement une tâche cognitive en plus de la tâche de préparation physique. Ce qui fait qu'en fait on va induire une fatigue mentale. Et ça m'amuse à chaque fois parce que, et je le dis à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, mais essayer de faire sur une piste, vous faites des tours de piste, et puis vous faites ça avec des potes ou avec un entraîneur, et à un moment, un coup de sifflet, et puis on vous demande de faire 2+2. Bah, vous allez voir justement l'entraînement cognitif, ce que ça donne 2+2, ce qui pourtant est à la portée de beaucoup de monde normalement. C'est plus difficile quand on est en plein effort. C'est ça, alors ce Brain Endurance Training, il est intéressant quand on est sur des intensités d'effort sous-maximales, pour pouvoir justement être assez alerte et traiter l'information. Mais ça montre aujourd'hui justement des résultats qui sembleraient intéressants justement pour ce travail sur sur la fatigue mentale. Puisque c'est à partir du moment où je suis fatigué que derrière ma perception de l'effort va augmenter. C'est un peu un adage entraînement difficile, guerre facile. C'est-à-dire que je vais charger mon entraînement avec du physique et une charge cognitive pour que le jour J en fait ça paraisse facile. Parce que justement, j'ai travaillé dessus au préalable. Donc ça c'est intéressant. Ouais, c'est comme en trail ou ultra trail. Il y a 15 jours, j'ai fait un trail et une copine qui courait avec moi disait il reste plus que 10 bandes. Bah non, il en reste 8, c'est 23. Ah, moi je pars du principe que c'est 25, comme ça quand j'arriverai à 23 que je passerai la ligne, j'aurai l'impression d'avoir moins souffert. Ouais, ça c'est intéressant, tu vois ce que tu mentionnes, c'est la notion de téléo-anticipation. Ça fait partie d'une des variables d'un modèle qui est justement quand on disait cette prise de décision à l'instantané de l'allure de course optimale, elle est aussi médiée justement par la connaissance du temps qu'il me reste à parcourir ou de la distance qu'il me reste à parcourir. Et c'est vrai que cette téléo-anticipation, en fait, dès le départ d'une course, on la met en place. Pourquoi ? On va pas courir à la même allure sur un 10 ou sur un 21 km. Et le sportif, il est constamment, et ça c'est un travail qui semblerait intéressant à mettre en place avec les sportifs, c'est justement de cacher le compteur. C'est-à-dire que vous amenez le sportif à travailler une intensité ou une allure donnée sans qu'il n'ait connaissance en fait de la distance à parcourir ou du temps qu'il a à parcourir. Et ça, c'est intéressant. C'est un truc que faisait beaucoup mon entraîneur. Souvent, dans le cadre d'une préparation et sur 2-3 courses avant l'objectif, il me disait c'est bien, on est là, t'es prêt ? Ouais, donne ta montre. Quoi ? Donne ta montre. Mais pourquoi ? J'en ai besoin ? Non, tu vas courir sans montre, à la sensation. Tu vas essayer d'aller voir ce que ça donne, si t'es bien, si t'es pas bien, si t'es dedans, si t'es dans l'allure, et puis on débriefera à la fin de la course. Alors, au début, ça surprend. Après, tu t'y attends. C'est même limite moi qui donnais la montre, il disait bon, ok, vas-y, aujourd'hui, je sais, c'est à la sensation. Mais ça, tu vois, quand on parlait de pleine conscience ou de mindfulness, c'est déjà un des premiers exercices qu'on peut mettre en place, un exercice vraiment intégré à l'entraînement. Aujourd'hui, justement, il y a ces affinités justement avec un critère normatif. L'allure, etc. Il suffit simplement de voir une séance piste VMA où la montre elle est au cœur de la performance.
mais à quel point les sportifs, par rapport à une allure donnée, sont capables derrière d'identifier par eux-mêmes quelles sont les sensations quand je cours à 4,10, quelles sont les sensations quand je cours à 3,45. Et automatiquement, en fait, quand le jour de la compétition, on peut mettre en place justement ces sensations-là. Alors, triathlon pas forcément parce qu'on a accès à la montre, mais quand on est en athlétisme, par exemple sur des 400 mètres, le jour de la compétition, nos sportifs n'ont pas de montre. Donc pourquoi les habituer et les conditionner en fait à travailler avec une montre à l'entraînement pour que le jour J, en fait, derrière, il n'ait pas la montre. Donc il faut vraiment aussi prendre, ça c'est ce qu'on appelle le stress inoculation training, c'est prendre toutes les contraintes d'une situation de compétition et les intégrer à l'entraînement. Objectif que le sportif justement soit en capacité d'adaptation déjà à son entraînement pour que le jour J en fait ça paraisse sans surprise. Je contrôle l'environnement dans lequel je vais réaliser ma performance. Voilà, donc pour vos prochains entraînements pour l'Ironman, vous faites vos sorties 200 bornes parce qu'en vélo on fait de la surdistance en respectant les 12 mètres de distance avec le groupe avant et arrière. Hein, ok. Bon, c'est moins sympa quand même. D'un point de vue social, c'est quand même moins cool. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, même s'il y aurait encore des milliers de choses à dire sur la prep mentale et autres. On a beaucoup parlé d'endurance. On n'a pas beaucoup parlé, un peu moins de sport, moins d'endurance, plus d'explosivité. Le hockey subaquatique, le foot. Qu'est-ce que tu pourrais en dire là-dessus? Au-delà de l'endurance, parce que même si dans le foot, ce à quoi on pense à prime abord, c'est l'explosivité. Voilà, l'explosivité, il faut courir pour aller vers la balle. Bah, ça n'empêche que l'explosivité pendant 90 minutes, le temps d'un match, quand on est titulaire et qu'on reste sur le terrain les 90 minutes, on est quand même pas loin de l'endurance, de l'endurance d'explosivité, quoi. Alors les travaux, encore une fois, sur les stratégies attentionnelles, on prend par exemple des tests de jump là, de sauts verticaux. En fait, en fonction de la modalité attentionnelle, soit je peux créer une condition de performance, c'est-à-dire amener le sportif à être sur des conditions avec un focus plutôt externe, dissociatif à lui. Par exemple, j'accroche un ballon sur le plafond et je demande au sportif justement de toucher le ballon avec la tête. Soit je peux créer aussi une condition de contre-performance, c'est-à-dire que j'amène le sportif à orienter son attention d'un point de vue interne, c'est-à-dire par exemple, lors de ton saut, pense bien à la flexion de tes jambes. C'est-à-dire qu'à travers cette modalité, on va dire attentionnelle, on déconstruirait le mouvement, on désautomatise. Pourquoi? Parce qu'on amène le sportif à trop réfléchir sur le comment faire, plus que sur l'effet final du mouvement, c'est-à-dire va toucher le ballon avec ta tête. Et donc l'automatisme se fait. Et la négative fonctionne aussi, c'est-à-dire va toucher le ballon et surtout ne pense pas à la flexion de tes genoux. Tu peux être sûr que c'est la première chose à laquelle il va penser. Le ne pas, ça fonctionne pas. Bah, je te remercie, Mathieu. Écoute, j'ai une question signature dans ce podcast et elle fait tout simplement référence au nom du podcast. À ton avis, toi, en tant que pratiquant et en tant que préparateur mental, comment devenir triathlète? Alors, c'est justement cumuler de l'expérience. C'est partir du principe où on ne connaît rien au départ. Pour pouvoir justement cumuler cette expérience, il va falloir avoir ces petites expériences qui font que derrière, on développe ces stratégies au fur et à mesure. Et ces stratégies-là, en fait, on va pouvoir les mettre au service d'une performance un peu plus ambitieuse au fur et à mesure. Oh, mais ce qui est difficile aussi, parce que, bon, en natation et en vélo, peut-être, mais en course à pied, je veux dire, tout le monde a déjà couru un jour dans sa vie, que ce soit derrière un bus, dans une cour de récréation ou autre. Donc, ne serait-ce qu'en course à pied, on part avec un biais, se dire je connais rien et j'ai tout à apprendre. En course à pied, ça paraît difficile quand même, non? Ouais, mais est-ce qu'on connaît justement un contexte de course à pied avec porter un dossard, en contexte de compétition, avec ce que ça induit, c'est-à-dire que vous allez très bien à l'entraînement travailler sur une allure de course, et puis le jour J, dès le départ, en fait, vous vous êtes pris par la foule. Dans cette foule-là, du coup, vous regardez votre montre et vous êtes 30 secondes en dessous de ce que vous avez projeté. Donc, il y a toute cette connaissance en lien avec l'environnement et le contexte de performance et la manière dont vous interagissez avec ce contexte-là. C'est plutôt dans cette idée. Bah, nickel. C'est beaucoup plus clair. Je te remercie pour tous ces éclaircissements. Pour terminer, où est-ce qu'on te suit? Qu'on suit tes travaux, qu'on suit tes réflexions sur les travaux ou éventuellement où est-ce qu'on te contacte pour en savoir plus? Surtout si on est à Brest. Ouais, alors Mathieu Carrère, un peu disponible sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et puis sinon, j'ai mon site internet Mental Training Experience, où justement j'amène les sportifs à tester plein d'expériences possibles de manière individuelle, collective,
voilà, pour pouvoir amener cet entraînement. Eh ben écoute, je te remercie Mathieu. Je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Tu parlais de travailler sur le côté cognitif et de foot aussi. J'ai eu l'occasion d'échanger avec, alors pas pour ce podcast-là, avec Nicolas Breton, ancien arbitre de foot et qui maintenant qui est préparateur mental et qui a lancé une entreprise de préparation mentale et de préparation cognitive, que ce soit pour les sportifs ou pour les entreprises. Donc voilà, il y a peut-être des ponts à faire, des échanges qui pourraient être intéressants entre vous. Carrément, avec plaisir. Je te remercie Mathieu. Bonne continuation, à bientôt. Merci Armano, c'est gentil. Au revoir. Ciao. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!